Bonjour, donc bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Donc je vais vous faire ma première vidéo. L'idée c'est de créer une chaîne YouTube qui soit 100% écologique, donc de parler des sujets écologiques, de pouvoir partager entre nous les bonnes actions, les gestes au quotidien qu'on peut faire pour pouvoir répondre aux enjeux écologiques. Donc c'est un sujet super important puisque c'est finalement l'héritage qu'on va laisser aux futures générations. C'est un peu ça finalement l'enjeu de l'écologie. Dans cette vidéo, dans cette chaîne seront abordés plusieurs thèmes pour essayer apporter une analyse et un éclairage, enfin mon éclairage sur ces questions. Après, justement, le but c'est après d'échanger, donc à travers les commentaires. Puis bon, après, dans une seconde phase, je souhaite aussi donner la parole à des gens en fait qui s'engagent justement dans des combats écologiques au quotidien et de façon à avoir un maximum d'informations et de partage de connaissances et d'expériences sur ces questions, de façon qu'on puisse se relier tous entre nous, partager entre nous nos gestes, nos visions, nos expériences, de façon à pouvoir se relier tous les gens qui partagent justement ce combat écologique pour les futures générations. On a tout à y gagner, à se relier et justement faire que des gestes qui sont vus comme individuels finalement puissent devenir des gestes collectifs et qui aient un vrai impact sur l'environnement et justement de façon à pouvoir contribuer chacun à sa façon au basculement écologique qui est nécessaire. Donc voilà. Donc là aujourd'hui la vidéo va porter sur le mix énergétique parce que un des sujets importants ça reste quand même le mix énergétique puisque c'est la vision qu'on a de l'énergie pour pouvoir en fait faire face aux défis puisque on doit limiter notre réchauffement climatique de 2 degrés si on respecte en fait les accords de la COP 21, donc ça nécessite de sortir de toutes les énergies carbonées, donc ça veut dire que là déjà c'est un changement majeur. Bon. Après de toute façon on est quand même un peu obligé de se poser ces questions là, même si on n'était pas dans un optique de réduire nos rejets de CO2, ce qui est primordial pour les futures générations, ça je le dis et je le redirai, mais il faut quand même aussi savoir que le pétrole, on arrive à la fin des stocks, donc forcément que l'énergie est un sujet où il va y avoir des profondes transformations dans les années à venir. Donc le mix énergétique, en fait, on a deux visions du mix énergétique. Enfin, on s'oppose contre deux visions, qui est la vision de faire du 100% renouvelable, donc solaire, éolienne, biomasse, géothermie, méromotrice, éolienne marine, enfin, donc c'est de cumuler en fait l'ensemble de ces énergies, après qui implique aussi des efforts au niveau de consommation, puisque faut savoir que la consommation énergétique en fait est pas optimisée dans le sens que on a construit beaucoup de logements en fait en tout électrique, sans isolation appropriée, ce qui pose un problème, qu'on a énormément de gâchis en fait au niveau énergétique, et en plus qui pose des problèmes de précarité énergétique, puisqu'en fait les gens n'ont plus les moyens de se chauffer, puisque le chauffage électrique ça coûte énormément en fait d'argent, puisque c'est assez au niveau, l'électricité est quand même pas si bon marché que ça en fait,
Et du coup, pour se chauffer en électrique, ça représente tout un budget et des gens n'ont même pas les moyens de se chauffer en fait avec ça. Donc faut vraiment voir les choses dans son ensemble, pas voir juste une partie du problème. C'est-à-dire que bon, se poser ces questions, c'est aussi se poser des questions sur nos consommations à la base. C'est-à-dire que bon, il n'est pas évident qu'on ait besoin ni que la consommation énergétique vont progresser. C'est-à-dire que ça, c'est des visions, mais il faut aussi prendre en compte ce qu'on peut faire. C'est-à-dire les nouvelles normes techniques, les nouvelles normes thermiques, les nouvelles normes d'isolation qui permettent d'isoler des logements pour que, en fait, on ait une température ambiante qui soit acceptable sans avoir recours massivement au chauffage. Ça, bon. Donc ça fait partie du... Après, bon, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Bon, aujourd'hui, bon, on ne peut pas dire qu'on soit en optimisation de l'énergie. Donc voilà. Donc, l'autre vision du mix énergétique, c'est de cumuler le nucléaire justement au renouvelable. Donc là, bon, moi là, alors, le nucléaire, c'est un débat très clivant, qui est compliqué à mener en France quand même, il faut le dire que aujourd'hui en France, on a quand même beaucoup de gens qui sont, enfin, disons, après, enfin, qui sont, je sais pas, disons, beaucoup de gens qui croient au lobby du nucléaire. C'est-à-dire que le lobby du nucléaire, en France, est assez présent quand même. Et vous allez retrouver beaucoup de gens, notamment dans le milieu, même si cette chaîne est totalement apolitique et je souhaite qu'elle reste apolitique, je suis assez impliqué politiquement et malheureusement dans le milieu, le lobby nucléaire a beaucoup de... est très présent en fait. Donc le nucléaire, faut avoir une vision d'ensemble de ce que c'est et des risques qu'il y a derrière. Ça, c'est pas effectivement, le nucléaire a un avantage, je le reconnais tout à fait, c'est qu'il propose en fait une constance énergétique, parce que ce qui est reproché un peu aux renouvelables, donc au solaire et à l'éolienne principalement, mais il n'y a pas que ça. En renouvelable, c'est ça aussi qu'il faut aussi défendre, parce que c'est-à-dire que effectivement les gens ils voient, bon, solaire, on parle de renouvelable dans la tête des gens, ils voient le solaire et l'éolien, donc effectivement qui ne sont pas des énergies constantes, parce que ça c'est assez dépendant en fait des conditions climatiques. C'est-à-dire que bon, l'éolienne, il faut du vent pour qu'il y ait un rendement intéressant, et le solaire c'est pareil. C'est-à-dire que bon, la nuit, n'espérez pas capturer de l'énergie d'un capteur solaire, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc c'est quand même... mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il faut voir Après, il y a d'autres énergies, comme la géothermie, comme biomasse, les éoliennes marines, qui elles ont un rendement assez important, puisque bon, en mer, on a quand même des situations géographiques où on sait qu'il y aura un rendement important, puisqu'il y a des courants qui sont assez importants, donc on a un fort rendement. Et il y a aussi les méromotrices, qui est en fait l'exploitation de l'énergie de la mer. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est quasiment illimité. La mer, c'est pas c'est tout le temps en mouvement, donc on peut pas, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez qui peut être constant. Donc voilà, donc après, pour revenir donc sur
de base, le seul l'avantage qu'on peut trouver au nucléaire, c'est que c'est constant. Par contre, à contrario, il y a beaucoup d'inconvénients en fait dans le nucléaire. Si on s'intéresse un peu au sujet, là je parlerai que de faits, je suis pas dans une dogmatique. Contrairement à ce qu'on peut me sortir, bon, on m'a même sorti dernièrement que les gens qui voulaient sortir du nucléaire étaient des gens qui étaient dans le dôme de l'économie du pétrole. Alors bon, moi je suis juste un citoyen qui m'intéresse un peu à l'énergie et à ce que je souhaite, enfin, pour les futures générations. Je suis pas du tout, je suis aucun dôme. J'avoue que bon, le pétrole c'est sans doute c'est bien la dernière des énergies qui m'intéresse. Enfin, je veux dire, c'est pas, bon. Donc le nucléaire en fait, on a 3 problèmes essentiels. Après c'est le découpage que j'en fais. Gestion des déchets. Donc ça c'est un gros problème dans le nucléaire, c'est que le nucléaire produit des déchets radioactifs, dont certains sont hautement radioactifs pendant des milliers d'années. Donc ça c'est un problème. Alors bon, il y a le projet CIGEO mené par l'ANDRA. Donc c'est l'Agence nationale des déchets radioactifs. CIGEO, le projet c'est d'enfuir en fait les déchets hautement radioactifs, donc à Bure, donc dans des galeries d'argile. Et de les sceller, en fait, l'idée c'est de faire du stockage irréversible, c'est-à-dire qu'en fait les déchets qui seront stockés là-bas ne seront plus récupérables, qui est d'ailleurs un des gros inconvénients du projet, parce que en fait finalement, même si on a des solutions à l'avenir pour faire quelque chose de ces déchets, on ne sait pas, les technologies s'évoluent, il y a des chercheurs qui cherchent, disons qui font la recherche et qui peuvent peut-être un jour trouver des solutions qui soient acceptables. Enfin, pourquoi pas, enfin, c'est pas, faut pas se fermer sur les choses. Donc c'est un peu dommage de faire un projet où le stockage est réversible. Et l'autre problème qu'on a, c'est les doutes que peuvent avoir les gens sur, les chercheurs, les scientifiques qui s'intéressent au problème, sur le stockage géologique. Ça pose un problème parce que il y a déjà les dangers, on va dire les dangers de court terme auxquels l'ANDRA a visiblement pas apporté de réponse suffisante. Par exemple en cas d'incendie des galeries, donc ça c'est quelque chose qui s'est produit aux États-Unis déjà, donc c'est quelque chose qui peut se produire. Donc là c'est pareil, c'est quelque chose, ça peut mener à des scénarios assez angoissants en fait, parce qu'on a un incendie dans les galeries, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un échappement dans les sols de déchets hautement radioactifs. Alors bon, avec toutes les conséquences qu'il y a derrière, donc ça c'est une première problématique. L'autre problématique c'est quand même que il peut y avoir des problèmes naturels, des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, et donc après là comment ça réagirait, ça reste aussi visiblement ça reste quand même aussi assez flou quand même. Et il y a le problème aussi du transport. Je fais partie du problème parce que le transport, en fait, il y a quand même des militants qui sont intéressés au transport. Et ce qu'on peut voir quand même, c'est que le transport n'est pas si satisfaisant que ça en termes de sûreté. C'est-à-dire que on peut avoir des accidents pendant pendant le transport de ces déchets. Donc c'est
une des problématiques aussi de ce projet. Alors il y a plusieurs solutions, je sais que les associations antinucléaires qui se battent sur ce projet proposent eux du stockage sur le site directement de production en surface. Donc voilà, alors après moi j'ai pas d'avis sur la question, je sais pas. Mais un truc qui est sûr, c'est que les déchets font partie vraiment du problème du nucléaire. C'est pas dire qu'il n'y a pas de déchets. Enfin, disons, opposer le nucléaire aux énergies carbone en disant que le nucléaire c'est propre, c'est faux, puisque c'est quand même faire l'impasse sur cette problématique qui est quand même importante. Alors après, c'est une problématique qu'il faut quand même prendre en compte, même si on sort du nucléaire. Parce que, déjà, la sortie du nucléaire, c'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain, soyons clairs. Sortir du nucléaire, c'est se dire que qu'il y a plusieurs scénarios qui existent. De toute façon, je vous mettrai des liens dans les commentaires de ces vidéos, mais il y a différents scénarios, notamment le scénario Négawatt qui est assez intéressant, qui a été fait par des experts, donc des gens qui ont quand même une connaissance des sujets d'énergie, et qui lui propose dans un de ces scénarios de sortir du nucléaire en 2050. Sortir du nucléaire, c'est une décision politique, c'est de dire voilà, en 2050, l'objectif c'est de sortir du nucléaire. Donc, ça veut dire que pour toutes les périodes d'aujourd'hui à 2050, eh ben, c'est la fermeture des réacteurs au fur et à mesure, il faut rentrer dans des phases de démantèlement, c'est développer un maximum les énergies renouvelables, aller voir ce que font les startups, faire de la récupération d'énergie, parce qu'il y a aussi la récupération d'énergie. Donc par exemple, on peut récupérer de l'énergie. En place, je voyais un article où il parlait du freinage des métros, qui permet de récupérer l'énergie, donc ça c'est quelque chose qui peut être intéressant, puisque bon, à l'échelle de Paris, peut-être qu'on peut récupérer l'énergie qui peut potentiellement servir pour chauffer des logements, pour différents sujets, pour faire différents besoins énergétiques, il faut voir. Il y a aussi par exemple les data centers, puisque à l'heure d'internet on a quand même de plus en plus de data centers, puisque c'est un peu le... Bon, ça pourra faire aussi l'objet d'une vidéo, puisque dans le monde de l'IT il y a aussi des choses en matière d'écologie à évoluer, mais disons le projet disons que il y a différents data centers qui ont déjà mené ce projet là, qui est en fait l'idée c'est de produire de l'énergie à partir des data centers. C'est-à-dire qu'en fait c'est que la chaleur produite par les data centers permettrait en fait de pouvoir produire de l'énergie, donc notamment faire du chauffage urbain, et des projets dans ce sens. Donc voilà. Donc. Après, bon, il y a aussi le problème du stockage par rapport à la sortie du nucléaire qui est posé, puisque en fait l'électricité qui est une énergie dont le stockage est quelque chose qui reste quand même compliqué en fait. Alors là aussi il y a des projets, bon, je sais que par exemple la Finlande qui est pionnière dans ce sujet, on fait des projets de stockage, donc après savoir après l'impact écologique de ce stockage, je ne le connais pas, puisque après c'est faire attention aussi aux batteries qui contiennent des métaux lourds, qui est aussi une partie du problème, c'est-à-dire que faut quand même se poser ces questions-là, mais on peut, disons que la sortie du nucléaire est une volonté en soi
plus qu'un problème technique en fait. Si on veut sortir du nucléaire, on peut le faire. L'Allemagne le fait, contrairement à ce qui se dit, ils s'en sortent plutôt pas trop mal puisqu'ils arrivent à sortir du nucléaire en réduisant leur projet de CO2. Donc c'est que finalement les choses ne sont pas si incompatibles qu'on veut nous laisser entendre. Donc pour revenir au nucléaire, voilà. Donc ce que je reproche au nucléaire, donc déjà il y avait les déchets. Après il y a le problème de sûreté, puisque bon, en fait on a eu différents accidents graves dans l'histoire du nucléaire. Donc, Tchernobyl, il y a eu Fukushima, et sans compter, bon après, sans compter ceux qu'on a pu éviter en France, puisque bon, en France aussi, on n'est quand même pas passé loin, notamment à Saint-Laurent-des-Eaux, d'une fusion nucléaire, donc quand même, c'est quand même chaud quand même. Donc on ne peut pas dire que le nucléaire soit sûr. D'ailleurs, l'ASN, l'Agence nationale de la sûreté nucléaire, donc quand même, bon, en fait c'est l'agence qui a on va dire en fait la mission de l'ASN, c'est du coup d'assurer la sûreté nucléaire en France. Donc ils font pas mal de rapports d'ailleurs, enfin leurs rapports sont publics et tout, donc ils font un peu ça. Enfin, les gens qui s'intéressent, notamment les associations, ça a beaucoup de rapports de la SN pour pouvoir du coup mettre en lumière les problèmes de sûreté qu'il peut y avoir un peu partout. Parce que bon, il y a aussi le problème des générateurs diesel qui sont sur beaucoup de réacteurs visiblement qui sont en très mauvais état, donc ça c'est super grave parce que en cas de problème, c'est ce qui permet justement, si une rupture d'électricité au sein d'un site nucléaire, ce qui permet d'assurer le refroidissement du réacteur, parce que le problème en fait, c'est que si le réacteur cesse de refroidir, c'est là où on arrive à une fusion du cœur, ce qui est un accident extrêmement grave. C'est ce qui s'est passé à Fukushima, ce qui s'est passé à Tchernobyl. En fait, le refroidissement, c'est quelque chose d'hyper important sur un site nucléaire. Donc là, c'est quand même inquiétant ce genre de problème qu'on découvre. Alors bon, après, EDF et Areva sont toujours rassurants. Mais bon, après, c'est toujours pareil, le problème c'est jusqu'où on peut... enfin, parce que bon, ça reste quand même... découvrir ce genre de choses, moi ça m'inspire pas confiance, personnellement. Je me dis, bon, peut-être mieux à faire quand même que... Après, bon, bah, le nouveau EPR était censé être plus sécurisé que notre norme de réacteur actuel. Bon, alors là, c'est pareil, ça n'a pas... Enfin, il y a beaucoup de questions sur ce projet aussi, parce que bon, on s'est rendu compte que la cuve, en termes n'avait pas une concentration d'azote dans l'acier qui était suffisante par rapport au nombre de qualité qui était à la base fixé. Alors ils ont fait des tests, l'ASN. Bon, a priori, la qualité la cuve du réacteur serait suffisante pour pouvoir assurer les 60 ans les 60 ans de fonctionnement du réacteur, qui est la période prévue à la conception. Bon, il faudra quand même changer le couvercle, puisque a priori le couvercle, ça reste compliqué de pouvoir en fait, tester la qualité du couvercle, enfin, pendant la vie du fonctionnement du réacteur. Donc, la SN a demandé à EDF qui change le couvercle. Bon, là, EDF aussi donc là aussi, bon, ils aiment, enfin, s'ils pouvaient éviter de changer ce couvercle, je pense qu'ils le feront, puisque ça a quand même un coût de 100 millions. En fait, il faut savoir que ce réacteur, au départ, devait coûter 3,3 milliards
Aujourd'hui on en est à 10 milliards et demi de coûts, quoi. Donc c'est-à-dire que bon, on a quand même plus que triplé le coût, quoi. Donc c'est quand même ce passage sur la cuve pose quand même des questions. Après, moi, ce qui me laisse perplexe sur ce projet quand même, c'est que en fait la SN est visible, c'est quand même devant un, disons que les militants les militants qui sont intéressés à ce sujet se demandaient en fait dans quelle mesure la SN ne pouvait pas valider la cuve. En fait, une pression, une lobby tellement importante que finalement pas valider la cuve aurait été une catastrophe. Donc du coup je pose quand même un certain nombre de questions sans vouloir remettre en doute tout le SN qui fait un bon boulot dans les conditions qu'elle a et avec les pressions qu'elle doit parfois auxquelles elle doit faire face. D'ailleurs la SN, on peut se poser d'ailleurs, puisqu'on parle de la SN, on peut quand même se poser la question, comme la SN nous dit, comme le président de la SN nous parle de probabilité d'accident grave en France, c'est pas un scénario à exclure, ça pose quand même des questions, comme l'agence nationale qui est justement censée sécuriser le nucléaire vous dit, attention, on n'est pas sur du 100%. Donc, évidemment, on est sûr à 100%, ça c'est le... Et bon, après, le truc de savoir dans quelle proportion, parce que bon, moi personnellement, j'ai pas du tout envie que mon pays subisse un accident nucléaire. C'est pas du tout. Ce que je veux dire, c'est comme on voit au Japon, un peu comment les incidences que ça a eu sur l'alimentation, sur des zones qui sont plus habitables, etc. C'est pas du tout ce que je souhaite à mon pays. Donc c'est tout simplement, voilà. Donc pour finir pour finir sur le nouveau EPR, c'est le problème de cette cuve. Il y a eu des défauts sur les soudures, des soudures a priori qui ne sont pas conformes aux normes en termes de qualité. Donc on se rend bien compte que là, construire un nouveau réacteur, ça serait la folie. Déjà que celui-là, on se retrouve quand même devant des problèmes, un coût qui a quand même été qui a explosé, des problèmes de qualité, donc la construction d'un nouveau réacteur ne semble pas sérieux. Et après, l'autre problème, c'est que nos 58 réacteurs en production actuellement sont en fin de vie. D'ici 2028, ils atteindront tous leurs 40 années de fonctionnement, qui est le max, disons, qui est si on veut se dire qu'on est dans des cas, si on veut maintenir ces réacteurs en toute sécurité, c'est le maximum de leur durée de vie. Donc on nous parle de grand carénage, mais le grand carénage, c'est pareil, ça ne répond pas à toutes les questions par rapport à la sûreté de ces sites. Donc ça veut dire que là, d'ici 2028, si on voulait être sérieux, il faudrait, ces 58 réacteurs, commencer leur démantèlement d'ici 2028. Donc le nouveau EPR, lui, en admettant qu'il démarre, que tout se passe bien, il ne pourra sans doute pas produire toute l'énergie que produisaient les 58 réacteurs. Et la fabrication d'un nouveau réacteur,
ça semble pas envisageable au vu de l'expérience de la construction de Flamanville. Donc on est devant quand même un choix en fait, c'est-à-dire que qui se pose à nous, parce que bon, tout miser sur le nucléaire principalement, on se retrouve devant les limites de cette politique. Donc bon, c'est pour ça que moi je pense qu'on a tout intérêt à développer tout ce qui est renouvelable, de façon justement à pouvoir arrêter nos réacteurs en production, et ce qui nous réglerait une partie des déchets, puisqu'on n'en produirait pas des nouveaux, donc il faudrait juste à régler la problématique des déchets actuels. Et puis bon, après même sur le plan de l'indépendance énergétique, il faut savoir quand même qu'on vous vend l'indépendance énergétique avec le nucléaire, c'est un mensonge, puisque l'uranium, en fait c'est pas prélèvement de l'uranium ne se fait pas en France. Les stocks d'uranium en France sont quasiment vides. Il y a un stock de sécurité qui est conservé en cas de crise pour pouvoir assurer nos besoins. Donc on n'est pas autosuffisant sur cette question. L'autosuffisance énergétique n'existe pas en nucléaire. Donc d'ailleurs c'est intéressant, je vous mettrai le lien en vidéo, mais de s'intéresser aussi aux conditions d'extraction de l'uranium, parce que au niveau humain et écologique, on est super loin quand même de quelque chose de ce que j'appellerais green. Donc bon, là aussi sur ce plan-là, c'est quand même pas évident, quoi. Alors après évidemment, les nouveaux alors évidemment les capteurs solaires, on peut aussi, si on s'intéresse au sujet, trouver des inconvénients en termes de, a priori, les métaux qui sont nécessaires en fabrication. On n'est pas non plus dans le green. Mais bon, après c'est des choix, c'est-à-dire qu'après, et puis si on décide d'arrêter le nucléaire, de toutes les façons, la sortie du nucléaire était engagée, il est évident qu'il faudrait redévelopper les structures françaises, les filières françaises pour pouvoir produire nos propres matériaux d'énergie renouvelable. Donc du coup, peut-être qu'il y a des solutions pour pouvoir produire des capteurs solaires qui soient plus green qu'on le fait actuellement. Il faut se poser les questions après. Donc voilà, en fait, si on résume le nucléaire, problème de déchets, problème de sûreté, et le problème de l'uranium. Donc bon, quelque chose de green, ça fait un peu beaucoup, je trouve. Et puis après ça, on pourrait aussi amener un autre argument qui est les problèmes de coût, parce qu'effectivement, comme on voit le coût du nouveau réacteur et d'autres coûts liés, tout simplement, c'est que le nucléaire, il y a des opérations de maintenance qui sont assez lourdes. Donc c'est que le nucléaire, c'est pas un nouveau coût, c'est quand même quelque chose d'assez qui est loin d'être neutre. Donc bon, après bon, c'est, disons que en fait il y a un gain quand même avec le renouvelable par rapport au coût aussi. C'est que bon, effectivement, la Cour des comptes a épinglé dernièrement, je mettrai aussi en commentaire, les dépenses qui ont été faites dans le renouvelable en France. Mais disons que le renouvelable, c'est pas de l'argent perdu. Enfin, c'est pas de l'argent perdu, c'est de l'investissement dans le sens que ce qu'on investit en renouvelable aujourd'hui, donc dans la recherche, dans la fabrication d'éoliennes, de capteurs solaires, c'est disons qu'une fois qu'on aura investi dans ces technos,
une fois que c'est en place, l'énergie captée, c'est de l'énergie naturelle gratuite. Le soleil, c'est gratuit. On peut prendre les choses comme on veut, on va pas vous faire payer l'énergie capturée du soleil. Donc ça veut dire qu'on est quand même sur des choses qui ont un coût de départ, mais une fois que on sera mature sur cette question, qu'on aura développé notre parc, on sera sur de l'énergie qui nous coûtera quasiment rien. C'est-à-dire que donc c'est quand même, faut voir les choses dans leur ensemble. C'est-à-dire que bon, ce qui n'est pas le cas du nucléaire d'ailleurs, parce que bon, le nucléaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui coûte de l'argent dans toutes les phases, parce que même le démantèlement, c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. Visiblement, ce qu'on a provisionné n'est pas suffisant, parce que j'ai pu lire aussi sur le sujet. D'ailleurs, c'est habile parfois, quand on parle de sortie nucléaire, de sortir cet argument, mais je tiens à dire qu'une centrale a une durée de vie limitée, et même si on reste dans le nucléaire, il faudra les démanteler. Donc ça, c'est pas là, c'est pas l'objet du. Ça fait partie du coût du nucléaire, le démantèlement, et donc c'est pour ça que moi, après vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je crois plutôt à un mix 100% renouvelable avec une sortie du nucléaire que de continuer avec cette énergie qui est loin d'être propre. Grâce à vous commenter sur le sujet, parce que pour vous faire votre propre avis, si c'est pas déjà le cas. Donc pour ça, bon, il y a différents documentaires, je vais vous montrer en commentaire. Il y a notamment Alain de Halleux qui a fait pas mal de choses, notamment RAS, Rien à signaler, qui est un super documentaire sur la vie à l'intérieur des centrales. On voit les travailleurs, et là, c'est pareil, c'est loin d'être le rêve promis dans les pubs d'EDF. C'est-à-dire que là, c'est quand même... parce qu'en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, on recourt massivement à des sous-traitants pour faire les arrêts de tranche, donc les maintenances de nos centrales. Ils font dans des conditions qui sont hallucinantes, et où la sûreté est remise à mal, parce que bon, ils ont des pressions pour valider les travaux, même si parfois il y a des défauts, ils se retrouvent des fois à valider le truc, à être obligés de valider le truc par rapport à la pression de la hiérarchie et tout. Donc ça, c'est des choses qui sont impensables. Et c'est pour ça que moi je pense que le nucléaire, de toute façon, notre société n'est pas mature pour faire du nucléaire, puisque de toutes les façons, même si on voulait faire quelque chose de sûr, en même temps que ça soit possible, puisque bon, on se rend compte dans certains instants que ça reste compliqué de parler de sûreté, disons que le risque, il y aura toujours des risques, mais même si on veut s'approcher du risque zéro, ce qui ne me semble pas possible, mais disons qu'on est une société qui est tellement dans des logiques financières que de toutes les façons, c'est pas possible de se dire qu'on peut maintenir des réacteurs nucléaires de manière sécurisée. C'est pas... donc il y avait ça. Après, il y a des livres. Il y a Maîtriser le nucléaire de Jean-Louis Badavant. Donc là, c'est un physicien qui s'intéressait justement au nucléaire et qui lui, en fait, était plutôt pour le nucléaire en fait à la base. Mais en analysant les accidents, etc., il s'est rendu compte que le nucléaire avait beaucoup d'inconvénients et que c'était pas, que le nucléaire, tel qu'on le connaît aux générations actuelles de réacteurs, il fallait en sortir. Donc c'est intéressant parce qu'en fait il y a tous les défis, en fait c'est-à-dire qu'il vous explique un peu tous les détails, fonctionnement des réacteurs, etc. Les défis de l'énergie, voilà, comment les défis qu'on a en énergie, etc. Et il revient sur des accidents qu'il y a eu en fait dans l'histoire du nucléaire pour les expliquer comment ils se sont produits et tous les détails en fait. Donc ils sont assez intéressants puisque ça donne une analyse qui nous permet de... Ça donne une analyse qui nous permet finalement de s'interroger sur
sur la sûreté. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et il y a un livre plus récent qui en fait fait l'état du nucléaire en France. C'est Nucléaire, danger immédiat, donc c'était fait par Thierry Gadot et Hugues Demotte. Et ça, celui-là, il est très bien parce qu'ils font vraiment l'état du nucléaire actuellement en France. Des gens, des politiques, des gens d'EDF. Et ils ont des documents, etc. Ils ont fait une enquête là-dessus. Et c'est assez flippant parce que c'est pareil, en lisant ce bouquin, on découvre, on se conforte qu'on est loin d'une énergie propre et sûre. C'est clair que c'est un peu ce qui ressort de ce bouquin. Donc maintenant, vous allez me dire, effectivement, c'est bien gentil de parler de ça, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens? C'est un peu le... parce qu'actuellement, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, c'est pas nous qui décidons. Enfin, après, on peut toujours voter aux élections pour des gens qui s'engagent à sortir du nucléaire, mais c'est pas... je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de faire partie d'associations qui permet à la fois d'avoir des informations sur le sujet et aussi de s'organiser pour des événements, des manifestations, ce genre de choses, pour pouvoir mettre une pression sur les politiques de façon qu'on puisse évoluer sur ce sujet, parce que bon, pour moi, vu qu'on est obligé de revoir nos énergies pour les décarboner, c'est l'occasion de revoir nos énergies et justement de pouvoir sortir du nucléaire en développant massivement du renouvelable. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter, donner votre avis, on peut débattre entre nous sur ces questions. Et même l'objectif c'est quand même d'ouvrir finalement le débat. Tant qu'on se respecte, qu'il n'y a pas d'insultes, qu'on reste dans quelque chose de construit, parce que c'est souvent le problème de ces sujets, c'est que ces sujets sont souvent... en fait, ce que je regrette un peu à ces sujets, c'est que c'est souvent compliqué de débattre, puisque vous avez des gens qui ont l'impression qu'ils ont la science infuse, et que vous, finalement, si vous n'êtes pas de leur avis, c'est que vous ne connaissez pas le sujet. Donc voilà, si on peut arriver à avoir quelque chose de constructif sans se manquer de respect, c'est tout à fait... c'est ce que je recherche, parce que bon, ça sert à rien de... c'est pas en se manquant de respect, en se gueulant dessus, qu'on arrivera à avancer sur le sujet. Donc n'hésitez pas. Donc comme vous l'aurez compris, le but c'est juste une piste de réflexion, donner les limites du nucléaire et dire pourquoi moi je suis pour du 100% renouvelable. Après, donnez-moi votre avis dans la question. Voilà, puis je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Donc il y a différents sujets que j'aborderai. Limite, j'ai des idées de sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire. Moi, j'ai une prochaine vidéo, je pense faire une vidéo sur l'alimentation, par exemple. Sur le... donc voilà, après j'ai plusieurs idées, donc au fur et à mesure, je ferai des vidéos. Bon, au niveau du cycle, après moi j'ai des activités, un travail à côté, donc je ne peux pas m'engager dans un cycle de production de vidéos, mais après je pense au moins produire une vidéo par mois sur ces sujets. Après bon, là c'était un sujet assez facile, parce que bon, ça fait un moment que je suis sur le sujet, j'ai vu différents documentaires, différents documents, mais après sur d'autres sujets j'ai plus de recherches à faire avant de faire une vidéo.
Donc voilà, bah, je souhaite une bonne... Voilà, bon, bah, écoutez, bah, je vous dis à bientôt, et puis bah, n'hésitez pas à liker ma vidéo, vous abonner à ma chaîne, partager. Et en résumé, je dirais que bah, plus on se rallie entre nous pour s'intéresser à ces sujets, plus on pourra échanger nos expériences, échanger nos connaissances, et plus on arrivera finalement à se lier et à avoir en fait pour moi plus on fera avancer la cause écologique, parce que plus on est convaincus et nombreux, plus à un moment donné il va y avoir un point de bascule, parce que l'écologie, c'est l'intérêt de tous. C'est-à-dire qu'en fait c'est le sujet pour moi du XXIe siècle, puisque si on n'agit pas là, on est devant, on va dans l'inconnu, quoi. Il faut être clair qu'on n'est pas, on est devant le mur, donc c'est un sujet primordial auquel il faut absolument que les gens qu'on s'intéresse, qu'on échange, et pour moi c'est une prise de conscience mondiale qu'on doit avoir. C'est notre défi, le défi pour les futures générations, et je pense pas que les politiques ou les politiques ou ceux qui gouvernent le monde, les multinationales et tout, et la solution. La solution, c'est nous, les citoyens, qui l'auront. C'est à nous, c'est notre planète, c'est à nous d'avoir des solutions et de mettre la pression justement à ces gens pour les obliger à respecter la planète et l'environnement. Voilà. Voilà. Bon, bah, écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir. Bye bye.